les bons esprits que notre Père nous envoie pour nous assister, pour nous aider, pour nous tendre la main, pour nous aider à avancer, nous montrer le chemin, qui sont toujours là à notre disposition, mais c'est nous qui ne faisons pas toujours l'effort d'élever nos pensées vers eux pour pouvoir capter ces inspirations qui nous sont utiles pour notre avancement. Et donc, on remercie pour l'occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui, justement pour étudier, voir comment élever nos pensées, comment sont ces lois naturelles, comment on peut faire au mieux pour se mettre en adéquation avec elles. Ces lois morales qui exigent, qui nous motivent à devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Hein. Et on espère aussi que ces leçons d'aujourd'hui puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà. L'enregistrement fonctionne, oui, c'est bien. On est le 24 mars, module 3, existence et survie de l'esprit. On a vu les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. On a vu l'origine et la nature de l'esprit la semaine dernière et cette semaine, donc on va voir la progression des esprits. Et là, vous voyez que c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Hein. C'est pour ça que quand je mets les dates en rouge dans le programme, c'est qu'il y a une petite chose un peu différente. Bon, comme il y avait un week-end de trop, en fait, j'ai supprimé dimanche prochain, qui est le dimanche de Pâques, hein, parce que il y a peut-être certains d'entre vous qui seront en voyage ou en famille ou autre. Donc, la semaine prochaine, on n'aura pas cours. Hein. C'est le 7 avril qu'on recommencera donc avec le module 4, communicabilité des esprits. Donc, c'est les esprits existent, ils survivent et en plus, ils arrivent à se communiquer à nous. Donc, c'est la médiumnité hein, qu'on verra de façon résumée dans ce chapitre. D'accord ? Alors, voilà, progression des esprits. Les esprits évoluent, donc je pense qu'on en a déjà parlé. Hein, quel est le but de l'incarnation? Pourquoi est-ce qu'on se réincarne? C'est pour évoluer. Hein. On a besoin de se réincarner sur la Terre, dans la matière, avec toutes les contraintes associées. Donc, on est obligé de travailler pour subvenir à nos besoins. On a des difficultés qu'on est obligé de réfléchir et se creuser la tête pour les surmonter, etc. Donc, c'est la loi du travail, en fait, hein, qui est une loi naturelle, hein, qui est liée au fait qu'on soit justement incarné. Ça ne veut pas dire que les esprits désincarnés ne travaillent pas, au contraire, mais donc pour nous, on a besoin de se réincarner pour évoluer, en tout cas moi. Hein, il y en a certains qui se réincarnent alors qu'ils auraient, au-delà d'un certain niveau d'évolution, on n'a plus besoin de se réincarner pour évoluer, les esprits n'ont plus besoin, et s'ils se réincarnent, c'est pour venir en mission, hein, voilà, tous ces missionnaires, on a parlé de Jésus, on a parlé de Mahomet, voilà. Donc, ils sont réincarnés dans le sens d'une mission. Et donc, tous les esprits évoluent. On avait vu la semaine dernière que tous les esprits humains ont été créés simples et ignorants, mais perspectives. Donc, simple et ignorant sans science. Donc, il y a toute la science à acquérir. Et il y a aussi toute la bonté, quoi, c'est-à-dire la conformité justement avec ces lois morales qu'on a vues à l'instant dans l'Évangile. Donc, c'est tout ça qu'on doit acquérir et qu'on peut acquérir, donc, à un degré progressif. Hein. Chaque fois, on évolue un peu plus, on apprend tous les jours de nouvelles choses. Tous les jours, on arrive à se corriger, même si c'est un tout petit défaut qu'on avait ou à l'atténuer un petit peu. Tout ça, ce sont des signes qui montrent qu'on évolue. D'accord ? Et on évoluera indéfiniment, quoi. Hein, l'évolution ne s'arrête jamais. On arrivera un jour à des niveaux genre Jésus, hein, donc dans très longtemps pour ce qui me concerne. Et même l'esprit le moins évolué sur la Terre, hein, si vous pensez à certains personnages de l'actualité qui sont en train de faire des choses assez horribles en ce moment, ils vont aussi évoluer. Hein, c'est pour ça que tous les frères en humanité faut tous les considérer comme des frères qui sont à différents stades d'évolution, hein, qu'on est mélangés sur la Terre, hein, des esprits peu évolués, des esprits plus évolués. Et chaque fois, c'est les plus évolués qui sont là pour aider les moins évolués à avancer. Voilà.
Et l'évolution se fait sur deux plans principaux, hein. Il y a l'évolution intellectuelle, donc le développement de l'intelligence, et il y a aussi l'évolution morale, hein, qui se fait sur le plan de la moralité ou de l'éthique. D'accord? Donc, ce sont les deux principaux axes sur lesquels se fait l'évolution et qui sont liés aux indicateurs qui ont été développés, hein. On parle du QI, le quotient intellectuel. Donc, lui, il mesure de l'intelligence, hein, le degré d'intelligence, par différentes sortes d'exercices qui permettent de voir à quelle vitesse et avec quelle facilité on résout un certain nombre de problèmes. D'accord? Et il y a aussi, on parle aussi du quotient émotionnel. Donc, il n'y a pas le quotient moral, hein, ça n'existe pas encore. Il y a le quotient émotionnel. Donc, l'émotionnel, est-ce qu'on arrive à contrôler nos émotions? Est-ce qu'on arrive à trouver des compromis avec des personnes qui sont différentes? Est-ce qu'on arrive à travailler intégré dans une équipe de travail? Est-ce qu'on arrive quand il y a quelque chose qui nous contrarie, est-ce qu'on explose, on se met en colère, on casse tout, ou est-ce qu'on arrive à se contrôler? Voilà, donc l'intelligence émotionnelle, c'est dans ce domaine-là, hein. Et plus récemment, donc, on parle de l'intelligence spirituelle. Donc celle-là, elle se rapproche beaucoup plus de cette notion d'évolution morale, hein, l'intelligence spirituelle. Donc, dont les valeurs sont, comme je vous l'ai déjà dit, hein, la bonté, la bienveillance, l'abnégation, réagir positivement dans l'adversité. Voilà, ce sont des valeurs qui sont déjà, qui se rapprochent beaucoup plus donc de cette évolution spirituelle. D'accord? Et donc, dans le monde des esprits, en fait, sur la Terre, non, hein, vous avez des gens qui sont peu élevés, même peu intelligents. C'était longtemps la loi du plus fort, hein. Aujourd'hui, bon, ben, c'est la loi du plus malin, hein, c'est à cause de cet ordre économique qu'on a ici sur la Terre. Sauf que ben, quand il y a des fois de ces missionnaires qui viennent, ils acquièrent ce qu'on appelle le leadership naturel, justement, qui leur est conféré par cette évolution, ce niveau d'évolution spirituelle qu'ils avaient, hein. Donc, par exemple, Jésus, hein, il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit, et pourtant, voilà, 2000 ans plus tard, on en parle toujours. Par exemple, Chico Xavier, voilà, d'autres qui se sont en fait affirmés par leurs œuvres, hein, par ce qu'ils ont réalisé. C'est le leadership naturel, hein. Ils ne se sont jamais auto-déclarés prophètes. C'est pas comme ça qu'on reconnaît les esprits évolués. Au contraire, les esprits évolués, ils viennent, ils font. Ce qu'ils font est remarquable, est reconnu, hein, au moins par une grande partie de la population, même si c'est détesté par d'autres à qui ils font de l'ombre, hein. Et c'est ça qui caractérise aussi l'évolution de leur esprit. D'accord? Et donc, dans le monde des esprits, la hiérarchie se fait selon leur progression spirituelle ou morale. D'accord? Qui c'est qui commande dans le livre des esprits? Qui sont les chefs dans le monde des esprits? Ce sont les plus évolués, c'est-à-dire ceux qui allient à la fois l'intelligence et la bonté. D'accord? Et c'est ceux-là qui, naturellement, de par les lois du monde spirituel, ont l'autorité sur les autres. D'accord? Les autres qui, moins un, il y a même, comment dire, la densité de leur corps spirituel, hein, qui se réduit. Plus on évolue, plus le Père-Esprit est diaphane, mais plus aussi l'Esprit, il a la force de penser, il a la force de persuasion, il a cette autorité naturelle, hein. Et moins l'Esprit est évolué, plus son corps spirituel est lourd, et plus ben, il est soumis à cette autorité des esprits supérieurs, hein. Il y a des esprits inférieurs qui se rebellent, qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas, mais bon, quand les bons esprits viennent, en général, ils ne résistent pas longtemps. Et voilà, c'est cette hiérarchie-là dont on devrait s'inspirer pour nous ici sur la Terre. On ne devrait pas voter celui qui crie le plus, celui qui manipule le plus, celui hein, qui parle le plus fort. On devrait voter pour ceux qui ont justement ces qualités d'être à la fois intelligents et bons, d'utiliser leur intelligence pour le bien de tous, pour le bien collectif, avant de l'utiliser pour leur intérêt individuel. Ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on voit, hein. On s'en rapproche quelquefois, hein,
il y a quand même quelques leaders qui avaient un petit peu ces caractéristiques-là. Allez, on va citer Gandhi en Inde, mais malheureusement, ils font tellement d'ombre aux autres qu'ils finissent assassinés, où il y a toujours des fanatiques qui s'en mêlent, poussés même par des mauvais esprits, ou j'en passe, voilà. Mais l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est d'être dirigé par des esprits évolués. Et donc, Kardec, il a défini toute une classe, l'échelle d'évolution des esprits, et donc c'est ce qu'on verra dans cette leçon. Alors, livre des esprits, question 114. Les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien sont-ce les mêmes esprits qui s'améliorent? Donc, là, est-ce qu'il y a des esprits qui ont été créés plus ou moins bons ou pas? Réponse, les mêmes esprits qui s'améliorent. D'accord? En s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. Ça veut dire que même des Gandhi, des Chico Xavier, des Bouddhas, des Jésus, ils ont commencé simples et ignorants comme nous. Ils ont fait beaucoup de bêtises dans leur début. Mais bon, ils ont certainement été créés avant nous, donc ils ont eu plus le temps pour évoluer. Et donc aujourd'hui, ils sont plus haut sur l'échelle évolutive et ils viennent nous aider à les rejoindre d'une certaine façon. D'accord? Mais ce sont les mêmes esprits, c'est-à-dire que Jésus, Bouddha, Gandhi et autres ont commencé simples et ignorants. Ils étaient certainement à un moment donné intelligents et méchants, ils étaient certainement à un moment donné corrompus il y a très longtemps. Mais voilà, ils ont réussi à passer toutes ces étapes d'évolution et ils sont dans un ordre supérieur. Alors, les esprits sont classés, question 96, en différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus. Donc, vous avez on va le voir après la classification qu'a fait Kardec. Les ordres et les degrés de perfection des esprits sont en nombre illimité, voilà, parce qu'on parle du plus bas sur l'échelle jusqu'au plus haut sur l'échelle. Donc, on peut définir, c'est une ligne continue, quoi. Mais après, on peut définir, de temps à temps, on les appelle comme ça, de temps à temps, on les appelle comme ça. On peut définir un certain nombre de classes, mais c'est, je dirais, assez arbitraire et peut y avoir différents systèmes sans pour autant que ça change le principe, d'accord? Il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière et qu'ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté. Cependant, si l'on considère les caractères généraux, on peut les réduire à trois principaux. Donc, les trois principales classes d'esprit, comme le dit Kardec. Le premier rang, ce sont ceux qui sont arrivés à la perfection. Donc ça, c'est le top du top, les purs esprits. Je ne sais pas si Jésus, c'est un pur esprit, mais il doit vraiment en être très proche. Les purs esprits, c'est vraiment ceux qui sont arrivés à la perfection. Et quand on dit perfection, c'est une perfection relative, parce que la perfection absolue, c'est que Dieu. Donc les purs esprits sont très très proches de Dieu, mais Dieu, il est encore au-dessus. D'accord? Après, le second ordre, ce sont ceux qui sont au milieu de l'échelle. Le désir du bien et leurs préoccupations. Voilà. Donc, au milieu de l'échelle, ce sont les esprits qui désirent le bien. Et le troisième, le dernier degré, sont encore au bas de l'échelle. Ce sont des esprits imparfaits. Ils sont caractérisés par l'ignorance, le désir de mal et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement. Alors là, maintenant, quand on prend cette classification des esprits, à votre avis, les esprits qui habitent ici sur la Terre, ils sont dans quelle classe, en moyenne? C'est la troisième, c'est encore des esprits imparfaits. Moi, personnellement, je me considère encore dans ces esprits imparfaits. C'est mon travail pour essayer de monter un peu, pour éliminer au moins le désir du mal pour passer au désir du bien. Mais après, moi-même, je me surprends des fois encore avec des resquisses de désir du mal, c'est clair. Donc, je ne me suis pas encore affranchi complètement. Il y a parfois des mauvaises pensées contre lesquelles il faut travailler, lutter. Voilà, ça fait partie de notre travail de tous les jours pour justement essayer d'avancer. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade? Ou est-ce que... Juste une petite remarque, Charles. Je crois Ouais, qu'il n'y a pas d'esprit mauvais. Il y a des gens qui ne comprennent pas quelles sont les lois universelles, c'est tout. Et ils ne savent pas ce ouais. que ça représente dans leur vie. Mais C'est pour ça qu'on dit les esprits imparfaits, tu vois, on dit pas voilà, mauvais. Voilà. bah, c'est marqué mauvais là, hein. Les Il y a mauvaises marqué les passions, mauvaises passions. Ouais, ben, voilà. l'envie, l'orgueil, la jalousie, la haine, Oui, bah ce oui, sont des mais mauvaises passions. On peut dire oui, des OK, passions imparfaites, mais bon, OK. tu OK, vois, moi c'est mauvais dans ce sens-là. j'ai toujours tendance à dire que bon, voilà, j'ai été face à des gens qui ont été agressifs, je les ai pas jugés. Voilà, je trouve que c'est des gens qui ont du chemin à faire. C'est des gens qui ont un gros potentiel évolutif. Ah ben, C'est-à-dire tout le qu'on peut monde. les voir comme des gens qui sont inférieurs, ou on peut les voir comme des gens qui ont une grande chance d'évoluer beaucoup. Mais notre potentiel évolutif, il est infini. Oui, bah Ça oui, qui est mais beau, hein. Il est je infini. préfère On les y je arrivera un préf jour à la perfection, la ouais, relative. je préfère voir les gens comme des gens qui ont une grosse potentialité d'évolution que de les rabaisser en leur disant qu'ils sont inférieurs. Mais tu vois, par exemple, tu as dit, ils sont agressifs. Donc agressif, c'est ben, plutôt dans le genre désir du mal, tu vois. Donc rien Ils que ont pas le là, ben, désir du c'est mal, faut là. les caractériser, quoi. Hein. Non, je ne crois pas qu'ils ont le désir du mal. Ils sont juste en contradiction avec des choses intérieures et qu'ils ne supportent pas. Et je pense Mhm. qu'ils n'ont pas le désir du mal, non, je suis pas d'accord. Parce que après, Vincent, il y a aussi des esprits qui ont compris les choses, mais qui néanmoins persistent dans le mal, alors qu'ils savent. Tu vois, il y a aussi cette classe-là. Enfin, il y a des esprits qui sont aussi dans cette situation-là. Hein. Ou alors des esprits qui voient les choses, hein, qui comprennent comment dire, les lois morales et qui les appliquent aux autres sans voir les défauts qu'elles ont en elles, que ces personnes-là ont en elles-mêmes, tu vois. Mmh. Cette manière de voir, Charles, je crois qu'elle est plus efficiente à l'heure actuelle. Oui, c'est sûr. On parle d'esprits imparfaits, comme tu le dis, hein, des esprits qui sont. Ben, c'est comme il le dit là, les esprits imparfaits. Il ne dit pas les mauvais esprits. Quand on dit mauvais esprit, c'est vrai, on l'utilise quand il y a vraiment un esprit qui vient pour faire du mal. Ben, quand il est là pour faire du mal, on dit c'est un mauvais esprit parce il est imparfait, il a de mauvaises intentions, quoi. Hein, il cherche à porter préjudice, il est violent, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces personnes qui meurent dans tous ces conflits, les personnes qui meurent de faim et les autres ben bon, on peut pas dire que c'est pas, voilà, je pense que là, l'adjectif mauvais, il se justifie quand même, tu vois. Ils font des choses qui sont mauvaises, quoi. Parce que après, il faut aussi être clair, quoi. Il y a le bien et le mal. C'est sûr qu'il ne faut pas juger, ça on est d'accord. Hein. On ne juge pas pour ne point être jugé. Mais ne pas voir le mal là où il existe, c'est pas bon non plus, hein, parce que voilà, quand il y a du mal quelque part, il faut pas, je dirais, se bander les yeux et faire comme si ça n'existait pas. Hein. Je vais même plus loin, quoi. Quand vous voyez quelqu'un qui cause beaucoup de tort, qui est pédophile ou qui maltraite des animaux ou j'en sais rien, moi je suis plutôt pour dire bah, il faut le dénoncer. Il ne faut pas le laisser faire. Regarde tous ces enfants qui peuvent être victimes d'un pédophile, tu vois. C'est des dizaines d'êtres qui peuvent être traumatisés, etc. Donc, il vaut mieux, entre guillemets, et c'est là où le mot jugement est un peu dur, mais bon, quand on voit vraiment que les dommages qu'il cause, ben, faire de sorte de protéger ses victimes, quoi. Hein, faut le Bah, voir dans ce sens-là, quoi. Donc, les il soci faut discerner, quoi, ça c'est clair. les sociétés évoluées, que nous ne sommes pas, protègent les gens contre eux-mêmes. Les sociétés évoluées, écoute bien, les sociétés évoluées protègent les gens contre eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui portent ces souffrances, ils sont entourés pour se libérer de ces souffrances. Mais nous ne sommes pas dans des sociétés de ce genre-là. Nous sommes dans une société inférieure qui ont besoin de mettre des gens en prison, de les exclure C'est de la vrai. société. Et alors que des sociétés évoluées protègent ces gens-là pour qu'ils puissent se libérer de leurs souffrances. Et nous ne Oui, puis sommes pas surtout dans ces pour sociétés-là. les empêcher de nuire, empêcher de faire des victimes, quoi. Pour les empêcher de souffrir avant de les empêcher de nuire.
Alors, les mettre en prison, effectivement, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, ce n'est pas forcément la meilleure solution. C'est clair que là, on a encore du progrès à faire. Maintenant, un individu qui est dangereux, c'est sûr qu'il faut protéger les potentielles victimes, quoi. Hein, donc, il faut quand même qu'il y ait un isolement ou un traitement assez efficace, parce que après, on a beaucoup de difficultés hein, quand on voit par exemple la pédophilie. Euh, c'est difficile. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont pédophiles et il y en a certaines qui passent à l'acte. Il y en a beaucoup qui le sont sans passer à l'acte. Et c'est quelque chose que quand ils disent, on est né comme ça et sortir ses pensées, tu vois, même par un traitement psychologique ou autre, c'est très très difficile. Hein. Même pour les psychiatres ou les psychologues, ils n'y arrivent pas. Tu sais où il y a beaucoup d'inceste? C'est dans les familles. Hein. C'est intrafamilial, il faut quand même le savoir. Ah oui, 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 C'est absolument. intrafamilial parce que souvent, les relations entre le père et la mère ne sont pas bonnes. Et puis, il y a la petite fille qui saute sur les genoux du père et puis qui dit je t'aime, papa. Et le papa, il ne comprend pas, il fait pas la différence. Ah, voilà, c'est donc caractéristique d'une imperfection au niveau du papa, clairement, hein, s'il passe à l'acte. Voilà. Hein. Donc, il faut. Bon, c'est sûr que il faut pas juger, hein, mais c'est pas parce qu'il faut pas juger qu'il faut discerner. Hein, tu vois, la charité, c'est pas la connivence avec l'erreur, quoi. Hein. S'il y en a qui sont dans l'erreur, s'il y en a qui voilà, il faut quelqu'un qui est dans l'erreur et qui porte tort à d'autres, si nous on passe, on le voit et on fait rien, quelque part c'est de l'omission, tu vois. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'intérêt collectif. Hein. Dans la loi française, il y a une obligation de prévenir le procureur de la République quand il y a des maltraitances. C'est une obligation par la loi. Et même maintenant au niveau des violences conjugales, hein, c'est pareil, hein, c'est un autre cas parce que là, c'est pareil, la violence conjugale, c'est pareil, il faut ne rien dire, ok, bon, mais si tu dis rien, t'attends quoi? T'attends qu'il y ait un blessé ou un mort, tu vois? Il vaut mieux réagir avant, hein, ça me paraît clair. C'est pour ça qu'il faut pas, il y a des moments, il faut savoir discerner, il faut savoir évaluer ce qui se passe et sans juger, dire, bon, ben là, il y a un risque, il y a un danger. Quand ton enfant traverse la route et qu'il se met en danger, tu fais quoi? Qu'est-ce que j'ai pas entendu le début? Ton enfant traverse la route de façon irréfléchie et qu'il se met en danger, tu fais quoi? Bah déjà, tu essayes de le prévenir en te tenant par la main quand tu es au bord d'une route. Et puis, si jamais il traverse la route sans réfléchir et qu'il y a une voiture qui vient, bon, bah là, ça dépend. Il y en a qui vont se jeter pour le protéger et prendre le coup à la place de l'enfant. Les autres qui sont suffisamment souples, ils arriveront à l'attraper, à le retirer avant que la voiture arrive. Ou l'autre, il va faire des grands signes pour que le chauffeur de la voiture le voie et ralentisse. Il y a différentes réactions possibles, quoi. Mais forcément, en tant que parent, il y aura une réaction de ce genre-là, quoi. Attends, je vais te mettre en compte. Alors, s'il y a maintenant une grand-mère qui traverse n'importe comment, tu fais comment? C'est un peu la même chose. C'est la même chose. C'est pas une enfant, une grand-mère. Hein. Ça fait rien. C'est une personne qui est là et qui est faible, qui n'a peut-être plus la vision ou l'audition et qu'il faut aider, quoi. Tu vois? Moi, je sais pas, mais moi, je pourrais pas dénoncer une personne, moi. Pardon? Moi, je pourrais pas dénoncer une personne. C'est sûr, c'est un sujet qui est difficile, hein, mais à chaque fois, j'ai une pensée qui me vient à l'esprit. Ne fais pas qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. ouais. Mais c'est vrai, mais après, dénoncer, en fait, je te dis, la personne qui est violente avec son épouse, par exemple, hein, si tu fais rien, il peut un jour, quand il perd la tête, lui, la tuer, tu vois. Donc, si tu le dénonces ou si tu arrives à arrêter avant que l'acte soit dramatique, quelque part, tu lui rends service. Tu l'évites de faire une bêtise encore plus grande, tu vois. Il y a juste Stéphane qui a levé la main plusieurs fois et qui voudrait parler. J'avais vu, ouais. Vas-y, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste dire qu'en fait, de toute façon,
de l'évolution personnelle et personnelle. Donc, la prise de conscience de ce qui est bien ou de ce qui est mal par rapport à notre évolution personnelle, de toute façon, elle ne pourra se faire qu'à notre niveau. Les critériums qui sont donnés, notamment dans les écrits Kardec, ça peut être un critérium, mais d'abord pour nous. Après, c'est vrai que comme on avait pu le dire jeudi, en situation de réunion médiumnique, il est sûr qu'il faut faire attention au groupe tel qu'on constitue pour ce type de travail. Mais sincèrement, je pense qu'après, pour ce qui est des actes à dénoncer, si effectivement il y a des gros dommages collatéraux qui sont avérables, enfin qui sont prouvables, il faut faire attention à la calomnie aussi. On est bien obligé d'agir, quoi, parce que même si la réforme de la personne qui commet des actes, on va dire répréhensibles, elle se fera que de son côté, de toute façon, ça c'est sûr. Mais il faut quand même sauvegarder, si en face il y a des victimes potentielles, sauvegarder leur intégrité. Allez, on va prendre un autre exemple de l'actualité. Vous avez vu des gens qui sont allés avec des armes lourdes dans une salle de spectacle et qui ont tué 150 personnes. Si vous savez que ces personnes sont en train de s'organiser pour faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous les dénoncez ou pas? Hein? Si vous saviez qu'il y en a qui étaient en train d'aller au Bataclan, qui avait ben, c'est clair qu'il faut les dénoncer. C'est clair. Hein? Moi c'est comme ça que je le vois. Dénoncer, c'est pas être lâche. Au contraire, on leur rend service. Hein? On rend service à toutes les victimes potentielles. Voilà. Enfin voilà. C'est peut-être mon côté un peu germanique qui me pousse un peu parce que les spécialistes de la délation, c'est les Suisses. Alors eux c'est terrible. Hein. Si tu veux, il y a marqué qu'il faut mettre la poubelle dehors le matin à 7 heures. Le mec, il arrive un peu tard le soir, il se dit demain à 7 heures, je dormirai. Donc, il prend la poubelle, il la sort à minuit quand il arrive. Et il y a son voisin qui va le dénoncer qu'il a sorti à minuit et pas à 7 heures. Ça, c'est les Suisses. Donc là, je n'irai pas jusque-là quand même. Mais quand c'est des choses graves, si, clairement, il faut le dénoncer. Je crois que la limite, c'est la protection de la vie, quoi. Il faut protéger la vie. Exactement. Exactement. Maintenant, il faut voir l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Hein. Ouais, même la vie, même la nature, même. Il y en a un qui a un réservoir qui est mal fixé ou qui s'en fout et le truc, il peut fuir, polluer une rivière, etc. Ça, typiquement, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Des malfaçons, parce que la personne, si tu veux, comment est-ce qu'on évolue? C'est justement quand on se rend compte des erreurs qu'on a faites. Si les gens qui font des erreurs, personne ne leur dit rien, c'est bien comme ça, ils vont continuer, ils ne vont pas évoluer. Tu vois? C'est en dénonçant, la personne est obligée de se remettre en question et risque d'évoluer. Pas toujours. Pas toujours du premier coup, évidemment, mais avec le temps, il évoluera aussi. On n'est pas toujours obligé de dénoncer, Charles. On peut aussi aller voir la personne et lui parler. On peut aller voir la personne et lui parler. Et ça, il y a une question qui est assez fondamentale c'est aussi dans l'Évangile. Alors, je crois que je l'ai ouvert encore. Alors, attendez. Où est-ce que je vais trouver ça? Alors, c'est celui où Saint Louis Kardec il pose la question, quand on voit le mal en autrui, est-ce que c'est utile de le faire savoir? Alors attendez, où est-ce que c'est? Charité. Dans la paille et la poutre, c'est pas ça, Charles? La paille et la poutre. Alors. C'est quelque chose comme ça. Alors, c'est. Quel chapitre c'est? Alors, est-ce que c'est celui-là? Un des travers de l'humanité, c'est de voir le mal d'autrui avant de voir celui qui est en nous. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ici. Donc, on est dans l'indulgence. Voilà, chapitre 10.
Est-on répréhensible d'observer les imperfections des autres lorsqu'il n'en peut résulter aucun profit pour eux et alors qu'on ne les divulgue pas? D'accord? On va prendre la question 19 d'abord. Personne n'étant parfait, s'ensuit-il que personne n'a le droit de reprendre son voisin? Réponse, assurément non, puisque chacun de vous doit travailler au progrès de tous, et surtout de ceux dont la tutelle vous est confiée, par exemple les enfants. Hein. Mais c'est une raison de le faire avec modération dans un but utile, et non, comme on le fait la plupart du temps, pour le plaisir de dénigrer. C'est bien clair. Hein. Dans ce dernier cas, le blâme est une méchanceté. Dans le premier, c'est un devoir que la charité commande d'accomplir avec tous les ménagements possibles, donc pour aider la personne à évoluer. Hein. Et encore, le blâme qu'on jette sur autrui, doit-on en même temps se l'adresser à soi-même et se demander si on ne le mérite pas? Hein, donc, quand on dit ne pas juger, hein, c'est là, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, on est dans ce chapitre-là, quoi. D'accord? Donc, il y a beaucoup de personnes qui, hein, la théorie de la projection qu'on voit chez la psychologie, hein, la personne qui voit un défaut particulièrement, spécialement chez tout le monde, en fait, c'est parce que c'est elle qui a ce défaut-là et qu'elle le voit chez les autres. Oui, Stéphane? On dit aussi parfois que la colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur ton irritation. C'est aussi dans l'évangile, je crois. Donc, de dire que lorsqu'on a un souci, il faut aller voir la personne avec laquelle on a un souci. Parfois, on peut ne pas comprendre les réactions d'une personne, dire oui, c'est mal ce qu'il a fait, etc. Mais aller la voir pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est souvent aussi comprendre ce qui a pu aussi causer ça, et peut-être parfois notre propre comportement. Donc, des fois, on voit entre guillemets du mal chez quelqu'un, mais en réalité, on a peut-être nous aussi été un petit peu nous-mêmes dans des retranchements, on ne s'en était pas rendu compte. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est pas tellement de pointer des comportements, des attitudes ou d'être dans le jugement, parce que finalement, ce qui compte, c'est de travailler, d'avancer ensemble solidairement. Donc, de comprendre ce qui a pu poser problème dans l'échange, en fait. C'est exactement ça. Donc, le tort n'est jamais que d'un côté, hein, complètement. Hein, donc, ça, il faut qu'on en soit conscient. Mais on va lire la suite. Hein. Donc, est-on répréhensible d'observer les imperfections des autres alors qu'il n'en peut résulter aucun profit pour eux et alors qu'on ne les divulgue pas? Toujours la même réponse sur la même ligne, tout dépend de l'intention. Certainement, il n'est pas défendu de voir le mal quand le mal existe. Il y aurait même de l'inconvénient à ne voir partout que le bien. Cette illusion nuirait au progrès. On est bien d'accord. Si tu vois pas le mal, bah, tu y restes quelque part. Hein. Voir le mal, c'est déjà dire, ah, effectivement, s'en rendre compte et pour essayer d'avancer vers le bien. Hein. Donc, voir le mal quand il existe, c'est quelque chose qui aide au progrès. Le tort est de faire tourner cette observation au détriment du prochain en le décriant sans nécessité dans l'opinion. On serait encore répréhensible de ne le faire que pour s'y complaire soi-même avec un sentiment de malveillance et de joie de trouver les autres en défaut. Pour ça, moi, je connais des personnes qui sont comme ça et c'est vraiment horrible de vivre avec elles. C'est les personnes qui ont cette joie, ce plaisir, ce besoin psychologique, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, de trouver les défauts chez les autres et puis après de clamer haut et fort de partout. Hein. C'est vraiment terrible. Il en est tout autrement lorsque, jetant un voile sur le mal pour le public, on se borne à l'observer pour en faire son profit personnel, c'est-à-dire pour s'étudier à éviter ce que l'on blâme dans les autres. Donc ça, c'est la vraie réaction. Est-ce que moi, je fais aussi ça? Là, ce que je vois chez lui, vraiment, ça ne me plaît pas, mais est-ce que moi, je le fais? Hein? Et si moi, je le fais, ben, faut déjà commencer par ça, hein, travailler sur nous-mêmes. Cette observation, d'ailleurs, n'est-elle pas utile aux moralistes? Hein? Comment se peindrait-il les travers de l'humanité s'il n'étudiait pas les modèles? Hein, donc là, vous prenez la littérature de, je ne sais pas, Voltaire ou d'autres, hein, il y en a eu beaucoup des moralistes comme ça. Et la question 21, c'est celle dont on parlait à l'instant. Est-il des cas où il soit utile de dévoiler le mal en autrui? Donc c'est ça, de dénoncer quelqu'un. Hein. Est-ce qu'il y a des cas où il est utile de dénoncer quelqu'un, hein, de dévoiler le mal? On voit le mal dans quelqu'un et on le dévoile, c'est-à-dire on en parle à d'autres. Hein.
Cette question est très délicate et c'est ici qu'il faut faire appel à la charité bien comprise. Si les imperfections d'une personne ne nuisent qu'à elle-même, il n'y a jamais utilité à les faire connaître. Mais si elles peuvent porter préjudice à d'autres, il faut préférer l'intérêt du plus grand nombre à l'intérêt d'un seul. Suivant les circonstances, démasquer l'hypocrisie et le mensonge peut être un devoir, car il vaut mieux qu'un homme tombe que si plusieurs deviennent ses dupes ou ses victimes. En pareil cas, il faut peser la somme des avantages et des inconvénients. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est très clair, quoi. Hein? C'est très clair. C'est dénoncer pour le plaisir de dénoncer, non. Mais dénoncer parce qu'on voit qu'il peut y avoir potentiellement énormément de victimes, c'est autre chose. Hein? Stéphane? Oui, j'aurais juste envie de dire dénoncer ou dévoiler ce qui est un comportement déviant ou avec de mauvaises conséquences, plutôt que dire le mal en autrui, parce que ça peut, enfin, disons que ça peut être interprété autrement. C'est pas la personne qui est mauvaise pour elle-même, c'est ce qu'elle fait en fait. Je ne sais pas si j'arrive à bien dire ce que je veux faire. Oui, alors la question, c'est sûr, dévoiler le mal en autrui, donc c'est les mots que Kardec ou celui qui a posé la question ont utilisés, hein, c'est sûr, mais bon. Je prends encore le cas du pédophile, hein, le pédophile qui fait beaucoup de victimes, des traumatismes à vie pour les enfants, etc. Quand ils sont, hein, bon ben, lui il voit ça comme du mal. Effectivement, moi je le vois aussi comme du mal, tu vois. C'est une imperfection qui pousse cet esprit-là, le pédophile, à causer du tort à l'intérêt au plus grand nombre, d'accord? Je crois que ce qu'essayait de dire Stéphane, c'est que il faut faire attention entre les actions qu'on porte et ce qu'on est. On n'est pas l'action qu'on fait. Ça, c'est très important. On a fait parce que ça quelque chose de catégorise. mal, mais on n'est pas l'action mauvaise. Alors, on n'est pas l'action qu'on fait, mais l'action. On n'est pas obligé de s'identifier à l'action mauvaise. On a fait quelque chose de mal et on a une possibilité d'évoluer. Si tu dis, il y a deux manières de dire. Tu es mauvais, c'est je t'identifie comme une personne mauvaise. Ou l'action que tu as faite est mauvaise, n'est pas bonne, c'est laisser la possibilité à la personne d'évoluer. C'est très important. Mais ça, c'est clair. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le pédophile, déjà, il faut arrêter, faut faire de sorte qu'il ne puisse pas continuer à faire des victimes. Hein. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ben, il faut l'aider. Il faut l'aider à se défaire de, comment dire, à comprendre, hein, se mettre, voilà, à sortir de ce travers. Si vous ne voulez pas le mot mal, on peut utiliser d'autres mots, quoi. Mais voilà, le critère qu'il utilise, c'est qu'il faut préférer l'intérêt du plus grand nombre à l'intérêt d'un seul. Et souvent, alors, il y a les Brésiliens qui aiment bien cette expression qui dit quand je suis devant une situation délicate comme ça, quand je suis dans le doute, il faudrait que je me pose la question si Jésus était à ma place, il ferait quoi? Hein? Et quand on regarde Jésus, quand il était, hein, là, parce qu'au début, il parle comment dire, l'hypocrisie et le mensonge. Quand Jésus était devant les pharisiens, il les dénonçait aussi, et publiquement, puisque ces dénonciations sont clairement reprises dans les évangiles. Hein. Blanchi à l'extérieur, pourri à l'intérieur, etc. Hein. Donc, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Hein. Donc, voilà, Jésus, qui était un esprit beaucoup plus avancé que nous, il n'hésitait pas à dénoncer les pharisiens, hein, qui trompaient les gens, hein, qui les exploitaient. Donc, si lui le faisait, tout à fait dans cet esprit qu'on voit ici à cette réponse à la question 21, alors, avant tout, il faut voir si on n'a pas ce défaut en nous-mêmes, hein, c'est ce qu'on a vu dans les questions antérieures, c'est clair, hein, mais regardez les torts qui ont été commis, hein, même dans la hiérarchie sacerdotale, avec tous ces scandales, ces prêtres qui ont fait autant de victimes, et c'est resté dans le silence, et même leurs supérieurs, ils n'ont rien dit, etc. Hein, aujourd'hui, c'est en train de leur péter à la figure.
avec juste titre. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont souffert cette maltraitance et qui ont souffert du fait que c'est toujours resté caché, ça n'a jamais été, et ça continue encore récemment. Hein. Donc voilà, si tant est que ça se soit complètement arrêté. Donc c'est clair, hein, si on veut évoluer, les personnes qui sont dans l'erreur, il faut quand même aller les interpeller, leur faire comprendre, voir si elles font beaucoup de victimes, les dénoncer pour protéger les potentielles victimes. Voilà. Mais après, si c'est quelqu'un qui se cause que du tort à soi-même, voilà, par exemple quelqu'un qui fume, hein, ça ne sert à rien d'aller mettre dans le journal un tel fume. D'ailleurs, bon, ça ferait un flop puisque c'est quand même encore largement admis. Mais là, non, on est en face de la personne, entre quatre yeux, on lui dit, tiens, voilà, hein, il vaut mieux que tu arrêtes de fumer, quoi. Donc là, c'est quelque chose qui porte du tort qu'à elle-même. C'est pas la peine d'aller le crier sur les toits. Le fait d'être avec lui, alors ne rien dire, c'est pas bon non plus. Lui dire, si on a suffisamment de persuasion, on peut le convaincre d'arrêter et ce sera bon pour lui, pour sa santé à lui. Oui, c'est tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Charles. Si tu n'as pas les mêmes défauts que la personne, tu peux te permettre de lui dire. Alors, reprenons l'exemple du fumeur. Si toi, tu fumes comme un pompier et tu dis à l'autre arrête de fumer, ça ne marchera pas. Ah oui, on est bien d'accord. Oui. Hein, il faut que toi, tu aies une certaine autorité pour qu'il accepte ce que tu lui dises. Parce que si entre le fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais, là, tu n'as pas d'autorité. Hein, la vraie autorité, c'est l'exemple qu'on donne. Stéphane? En sachant qu'il garde toujours le libre arbitre de faire ce qu'il croit devoir faire, pouvoir faire en fonction de son évolution, de sa conscience et de ce qu'il estime être une bonne ou une mauvaise action. Et je voulais juste revenir sur la question de l'exemple de Jésus, qui lui pouvait quand même, à la différence de nous, percevoir aussi, de par la hauteur de son esprit, les intentions aussi derrière les actes. Ah oui, oui, Donc, oui. Parce pour que... ce qui concerne des choses qui sont graves, qui portent préjudice et qui sont avérées, effectivement, il faut dénoncer, c'est malheureux, mais il faut le faire, hein, mais voilà, parce qu'il y a quand même des gens en dommages collatéraux. Et pour des choses pour lesquelles où il y a un doute, c'est plus compliqué parce que là, on pourrait verser nous dans la calomnie. Donc il faut être vigilant quand même. C'est ça, non mais aujourd'hui, en fait, il y a une version moderne de ces choses-là, c'est les fake news. Hein, c'est les mensonges qui sont utilisés parfois même par des hommes politiques qui balancent des mensonges. Hein, alors, je ne veux pas citer de nom, mais il y en a où, voilà, quand on a observé et analysé un certain nombre de choses qu'ils ont dit, on s'est rendu compte qu'il y avait 5 ou 10 mensonges par jour, chaque jour, quoi. Hein. Et donc, là aussi, hein, le mensonge, c'est quoi? C'est une forme d'hypocrisie. Il dit d'ailleurs l'hypocrisie et le mensonge ici, hein, qui trompe énormément de personnes. Hein. Et comment dire, quand il y a un mensonge, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le mensonge se répandre. Hein, de dire par exemple, ouais, le réchauffement climatique, c'est faux, c'est pas vrai, c'est une invention de mes concurrents électoraux. Hein. Est-ce qu'il faut laisser dire une chose comme ça? Non, il faut dire non. Quand c'est faux, c'est faux. Les fake news, bon, c'est pas toujours facile, hein, mais c'est la première étape du fameux filtre socratique. Est-ce que c'est vrai? Hein, donc il faut systématiquement vérifier. Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit comme ça de façon aveugle. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se laissent porter par des mensonges et finissent par prendre des décisions et faire des choses qui portent un préjudice immense à beaucoup de gens, y compris à eux-mêmes. Hein, donc les mensonges, il faut les arrêter aussi. Hein, les fake news, il faut les dénoncer. Voire même maintenant, la législation évolue. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, sur les réseaux sociaux, il y en a des milliers, hein, ou des choses qui sont injurieuses ou antisémites ou anti-islamiques ou anti-je ne sais qui. Hein, les responsables des réseaux sociaux sont censés les détecter, les filtrer et puis les bloquer, quoi, hein, pour freiner un peu. Parce que mais on n'y arrivera jamais complètement. Ce qu'il faut, c'est justement l'éducation. L'éducation, c'est
voilà les lois morales, hein, voilà ce sur quoi, par exemple, Kardec s'est concentré dans l'Évangile selon le spiritisme, de montrer ces lois morales, de faire de sorte qu'on puisse les comprendre, et puis qu'on ait quelque part un référentiel de quelque chose qui est sûr, hein, pour analyser, évaluer et discerner les choses auxquelles on est confronté au jour le jour, hein, parce que là aussi, discerner, c'est pas juger, tu vois. Juger, c'est le travail du juge, je dirais, hein, c'est pas notre boulot à nous. Mais discerner le bien du mal, ça, quand on voit une action, dire si c'est bien ou dire si c'est mal, savoir discerner si c'est bien ou si c'est mal, il faut quand même qu'on y arrive, parce que sinon, comment voulez-vous qu'on avance vers le bien si on ne sait pas faire la différence entre les deux? Vous voyez? C'est une des clés de l'évolution. Et aujourd'hui, malheureusement, ben, beaucoup de gens se laissent entraîner, embobiner par des mensonges. Un commerçant qui veut vous vendre quelque chose, il va peut-être pas forcément mentir, mais il va embellir artificiellement ce qu'il essaye de vous vendre, en essayant de vous faire comprendre que vous en avez absolument besoin, alors que dans la vérité, vous n'en avez pas besoin du tout. Vous voyez? On est tous les jours confrontés à ce genre de truc, hein. Alors voilà, donc c'est que par l'éducation, hein, en ayant, je dis toujours, des branches solides auxquelles on peut se raccrocher, hein, qu'on peut utiliser comme point de comparaison, hein. Il y en a, c'est la religion. Le spiritisme, bah, ce sont ces lois morales universelles, hein, le fait d'avoir ces branches solides nous permettent justement de comparer ce qu'on voit avec ces choses solides et puis donc de discerner si ça va plutôt dans le bon sens ou pas. On peut parfois être dans le doute aussi dans ces évaluations. Et dans le doute, la sagesse dit abstiens-toi. Voilà. Ce sont des questions difficiles, mais il le dit là, hein, je pense que la phrase ici, comment est-ce qu'on fait pour évoluer, hein, alors c'est où qui le dit? Si on fait pas la différence, comment voulez-vous qu'on évolue, hein? Ces trois questions sont vraiment, je les aime bien, hein, 19, 20, 21, c'est Saint-Louis qui répondait, et les réponses sont vraiment, comme on vient de les lire là, hein, je ne sais pas si vous avez quelque chose à redire par rapport à ça, d'une grande lumière, hein, voilà, c'est d'une grande sagesse. Vous voyez, il y aurait même de l'inconvénient à ne voir partout que le bien, cette illusion nuirait au progrès. Hein? Quand quelque chose est bien, c'est bien, quand quelque chose est mal. Alors, il y a aussi notre perception des choses. Il y a des choses qu'on considère pas comme étant des choses mauvaises, de par notre connaissance et de par les facultés d'analyse et de discernement qu'on a, mais qui n'en sont pas moins mauvaises. On va revenir dans l'exemple du tabac. Quand j'étais jeune, tout le monde fumait. C'était bien, c'était normal de fumer. Voilà, hein, mon oncle fumait, même à la maison, devant les enfants. Mon père fumait. Bon, c'était pas parce qu'on savait pas. Hein, donc, à la limite, c'était bien de fumer. Ça faisait comment une image, les acteurs à la télé, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les gens qui fumaient, en fait, ben, sont tombés malades. Hein, ils ne le savaient pas, mais ils sont tombés malades. Et c'est en analysant, tiens, pourquoi il a cette maladie? Ah ben oui, il y a le goudron, il y a la nicotine, il y a ci, il y a ça. Hein, donc, le cancer du fumeur était clairement identifié. Donc, c'était quelque chose qui était à la limite considéré comme bien à un moment donné. Aujourd'hui, qu'on sait qu'on a progressé, qu'on a évolué, hein, clairement, on connaît les effets du tabac sur le corps et l'augmentation exponentielle du risque de certains cancers pour les fumeurs ou de certaines maladies cardiovasculaires ou autres. Donc aujourd'hui, on le sait, la situation est différente. Hein, alors, est-ce que pour autant on peut dire ouais, fumer c'est mal? Ah ouais, non, si tu fais ça, tu stigmatises les fumeurs. Il y en a beaucoup qui vont résister, quoi. Donc, bon, alors on peut mettre du sucre. Au lieu de dire mal, ben, fumer ne fait pas du bien à la santé. Et ils l'écrivent noir sur blanc sur les paquets de cigarettes aujourd'hui. Fumer tue. Ils sont clairs, hein, avec des photos et tout, des effets qui sont des choses factuelles qui ont été constatées. D'accord? Donc, c'est là où vous voyez comment ben,
quelque chose qui était considéré comme bien à un moment donné, aujourd'hui ne l'est plus. Et heureusement qu'aujourd'hui, on a fait des lois pour justement protéger le tabagisme passif, les non-fumeurs, interdire de fumer dans les endroits publics, même en dehors maintenant, hein, dans des parcs d'enfants, en plein air. Ces lois, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que ça va dans le sens que nous dit Saint Louis ici, de protéger le plus grand nombre, même si le fumeur, ben, il est obligé de sortir du bar pour fumer dehors et il se chope la crève, quoi. Hein, donc voilà. Dieu nous a prêté une enveloppe. Dieu nous a prêté une enveloppe corporelle, c'est à nous d'en prendre soin, quoi, c'est tout. Ben, et nous, en plus, on a cette branche-là, hein, dans la philosophie spirit, qui explique ben, les soins qu'on doit avoir par rapport à notre corps physique, hein, notre instrument qui nous a été prêté et duquel il faut qu'on prenne soin. Donc, on a un argument supplémentaire, hein, pour dire, voilà, Alors, éviter les abus. Quelque chose. La Oui. viande est mauvaise pour le corps. Oui. On va interdire la viande? Mais tu sais, Vincent, tu as raison. Aujourd'hui, ben, on mange de la viande. Demain, alors ça peut être bientôt ou pas, on n'en mangera peut-être plus. Moi, j'ai été sensibilisé à ça quand j'étais en l'an 2000 à New York, au sommet mondial pour la paix. Hein. Et on a discuté avec un hindouiste. Il me disait, bientôt, l'humanité sera végétarienne pour des questions écologiques. Et à l'époque, je dis, ouais. Alors, ça m'avait quand même interpellé. Je me dis, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, là. Et aujourd'hui, on le voit. Hein. L'impact CO2 de l'alimentation animale est énorme, quoi. Donc, alors, de là à dire qu'il faut complètement arrêter d'en manger, non. Hein. Bon, les hindous, ils y arrivent. J'avais un copain hindou au boulot. Donc, lui, il sait très bien il manque jamais de fer, il manque jamais de protéines. Pourquoi? Parce qu'il sait, comment dire, ça fait partie de sa culture de savoir dans quels végétaux tu trouves quelles protéines, où tu trouves du fer, qu'est-ce qu'il faut prendre pour que ton corps assimile le fer, qu'est-ce qu'il faut éviter pour que ton corps rejette le fer. C'est toute une partie de la culture, de la cuisine végétarienne dans ces pays-là que nous, on n'a pas. Hein. Mon épouse, elle était carnivore, elle est devenue végétarienne parce qu'elle dit, je ne mange pas mon chien, donc je ne vois pas pourquoi je mangerais une vache, donc pour des questions idéalistes. Mais elle a eu du mal au début parce que manquait de fer, anémie, machin, truc. Mais l'avenir, c'est ça. C'est d'en manger de moins en moins jusqu'au jour où on dira, ben voilà, maintenant on n'a plus besoin d'en manger. Les hindous ne mangent pas ce qui a une conscience. Oui, ils vont même plus loin, quoi. Donc, il y a le côté spirituel aussi, hein, chez les hindous, attention. Hein. Ben, c'est ça, c'est ça. Peu importe. Et eux, ils s'en sortent. Ils vivent très bien comme ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, on mange encore de la viande. Aujourd'hui, en France, ben, on boit encore du vin. Bon, c'est bien. Hein, mais l'alcool, hein, t'en parlais, Vincent, l'autre jour, c'est une drogue qui est pire que les drogues illicites ou que le tabac. Hein. On n'en sort pas comme ça. Hein. Donc, et pourtant, en France, c'est normal qu'on boit du vin. En Écosse, c'est normal qu'on prenne un whisky et ainsi de suite. Mais ce qui est normal aujourd'hui, demain ne le sera peut-être plus. Clairement, viticulteur, c'est pas forcément un métier d'avenir. Il faudra qu'ils se convertissent, hein, pour faire du jus de raisin ou autre chose, quoi. Voilà. Et donc, le mal, ça, on a un autre critère, hein, parce que la définition du bien et du mal, selon la philosophie spirit, c'est le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. Le mal, c'est tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature. Ah, pardon, Stéphane, tu avais la main levée. Oui, je voulais juste dire qu'on en revient toujours à la question de la prise de conscience, de la connaissance fine des choses, des tenants et des aboutissants. Pour en revenir à la question de la cigarette ou même de consommer de la viande, en soi, ça pourrait pas être mal. Le problème, c'est que, ou mauvais pour son corps, le problème, c'est que ce qu'il y a dans la cigarette, avec l'intentionnalité des fabricants, c'est de créer une dépendance, c'est d'y mettre des produits dangereux. Il pourrait très bien n'y avoir rien de tout ça dedans. Donc, ça pourrait ne pas porter préjudice, mais ça porte préjudice à partir du moment où on le sait. Bon, on décide d'en avoir conscience. La viande, si elle était produite dans d'autres conditions, avec une certaine, on va dire, modération aussi sur la quantité produite et les process de fabrication, en soi, ça pourrait pas être mauvais d'en manger de temps en temps. Mais in fine, comme le disait Joël, c'est aussi la bonne prise de conscience des raisons de notre incarnation. C'est pouvoir mener notre bateau le plus loin possible. Et donc, tout ce qui pourrait y porter préjudice,
on a le choix, on a toujours le choix. Ça nous permettrait d'aller moins loin et peut-être de ne pas évoluer au maximum de la possibilité de cette incarnation. Ben c'est ça. Tu vois, à l'époque de Kardec, à Paris, on mangeait du cheval. Alors aujourd'hui, on peut dire, manger du cheval, mais quelle horreur. Effectivement, on élève des chevaux, je ne sais où, qui sont maltraités, qui sont abattus, qui sont ci, qui sont ça. Mais à Paris, les chevaux, ils servaient comment dire, il n'y avait pas de voiture, hein. Tout était tracté, les transports, tout se faisait avec des chevaux. Et puis les chevaux, à un moment donné, ils vieillissaient, ils mouraient. Et plutôt que de les mettre à l'écarissage et tout, d'un point de vue utilitariste, on les mangeait, quoi. Hein. Voilà pourquoi on mangeait du cheval, enfin, même un peu partout, quoi. Hein. Donc, c'est de voir ce côté utile des choses. Hein. Maintenant, on n'est pas obligé de manger du cheval. On peut, hein, voilà, mais on n'est pas obligé de créer, élever des chevaux pour les manger. C'est déjà l'étape d'après, quoi. Hein. Et donc, c'est avec le temps que toutes ces choses-là, comment dire, viendront dans leur. On se rendra compte qu'effectivement, quand vous lisez Chico Xavier et Emmanuel, il est un peu plus dur, hein, pour la viande. Kardec, non. Hein. Kardec, les esprits disent clairement, la chair, ça alimente de la chair. Hein, donc, il ne condamnait pas du tout l'alimentation animale. Et par contre, Kardec, il parle du nécessaire et du superflu, quoi. Donc, on n'a pas besoin de manger un steak matin et soir. Hein, si on en mange 2 dans la semaine, ça suffit peut-être. On a déjà fait des gros progrès, on a arrêté de manger nos congénères, c'est déjà pas mal. Oui, voilà, il n'y a plus d'anthropophages. Michel? Il y a un très beau livre qui a été psychographié par Chico qui s'appelle Sexe et Destin et qui reprend énormément de choses de ce qu'on vient de dire. Ça reprend en particulier tout ce qui est l'évolution de l'esprit, enfin tout ce qui peut le faire plonger, l'alcool, le tabac. Ça reprend aussi tout ce qui est après évolution de l'esprit, le changement, la souffrance, jusqu'à l'enfant qui se jette devant la voiture et qui est sauvé par son grand-père. C'est un très beau livre, Sexe et Destin. Ouais. Je ne suis pas sûr de l'avoir lu, celui-là, encore. Hein. Mais effectivement, tu fais bien de nous le rappeler. Bon, après, c'est sûr que dans l'optique, hein, c'est là où je suis d'accord avec Vincent, le spiritisme, quand on s'exprime, il faut éviter de dire on est contre ci, on est contre ça. Il faut plutôt dire on est pour l'opposé de la chose. Hein. C'est dans la manière de présenter. Parce que de toute façon, le spirit, on peut rien interdire. Hein. On n'a pas cette force, on n'a pas ce pouvoir, on n'a même pas ce droit, hein, devant les lois morales. La seule chose qu'on peut faire, c'est enseigner, expliquer, argumenter, et ensuite laisser chacun faire son choix, hein, selon sa conscience et son libre arbitre, parce que personne ne peut évoluer à la place de l'autre. Hein. Personne ne peut pardonner à la place d'un autre. D'accord ? Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut encourager une personne à le faire sur elle-même, mais on ne pourra pas. Chacun doit avancer à son rythme. D'accord ? Mais de là à ne pas voir le mal quand le mal existe, on tombe dans l'excès inverse, c'est une omission, quoi. Et c'est pas forcément un jugement de voir le mal, hein, parce que la charité, on ne se trompe pas. Hein, la bienveillance, l'indulgence, le pardon, on peut difficilement se tromper. Hein. Quand Kardec disait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, aller là où il y a le plus de charité, hein, quand il y a des mésententes ou des divergences entre les groupes, hein, ce qui arrive même dans le spiritisme, pour faire votre choix, allez là où il y a le plus de charité. La charité, c'est quoi? La bienveillance, l'indulgence et le pardon. Donc, c'est vers là où il faut aller. C'est sûr que là où il y a du jugement, il manque cette indulgence. Le jugement, c'est l'inverse de l'indulgence, quoi. Voilà. Charles, juste encore une petite remarque. Quand tu parles des esprits supérieurs dans le monde spirituel, tu les classes en esprit supérieur ou en esprit inférieur. Et Oui. moi, j'ai toujours du mal avec ça.
je crois qu'ils ne se présentent pas comme ça. Ce qu'on appelle esprit supérieur, c'est juste des gens qui n'ont pas le même rôle. Ils ont progressé, ils sont plus loin dans leur progression spirituelle et ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Mais leur responsabilité n'est pas plus importante ou moins importante. C'est-à-dire que quelqu'un qui va régir la planète, qui va être le chef de la planète, comme tu l'appellerais, ben, il n'a pas plus d'importance que celui qui est ouvrier sur la planète. Ben, c'est clair, puisque les deux, ils ont le même potentiel. L'ouvrier, il a le Voilà. même potentiel que l'autre. Ça, c'est important de le rappeler. On a peut-être des fonctions différentes, mais on a des responsabilités au moins aussi importantes. Moi, je dis toujours aux dames de service qui nettoient les salles de classe dans le lycée où je travaille, qu'elles ont un travail bien plus important que celui du chef d'établissement. Parce que si elles ne font pas le travail, ben, les élèves vont arriver dans une salle qui est sale et vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette salle qui est sale? Alors qu'un professeur qui ne va pas remplir un tableau Excel qu'on lui impose de remplir, ça ne va pas changer la face du monde. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Et l'étape d'après, c'est d'éduquer les enfants pour pas qu'ils salissent, pour qu'ils évitent de salir. Bon, après, c'est sûr, s'il y a de la boue dehors et qu'ils sont sur les chaussures, et bon, il y a des cas où il faut quand même nettoyer, mais bon, moins, quoi. Un jour, Alors, on n'aura plus les moyens, Charles. C'est les élèves qui feront le nettoyage de leur salle de classe. ça aussi, ouais. Et puis ce serait pas forcément mauvais pour l'éducation, hein. Voilà. Il Ça y a leur d'autres donnerait des idées bonnes proposées. habitudes assez rapidement. On va quand même regarder vite fait. Ouais, on a déjà dépassé de 5 minutes. Donc, on avait vu les trois grandes classes, hein, les trois grands ordres. Donc, le premier, ben, il disait c'est des esprits imparfaits. Hein, il ne dit pas inférieurs ou voilà. Et donc, il a divisé en 10 classes cette échelle spirit. Hein. Donc, là, il commence par le bas. Là, hein. La 10e classe, qu'est-ce que c'est? C'est les esprits impurs. Donc, ça, c'est vraiment ceux qui en sont au tout début, quoi. Hein. C'est enclin au mal, l'objet de leurs préoccupations, donne des conseils perfides, souffle la discorde, la défiance, prennent tous les masques pour mieux tromper, s'attacher au caractère assez faible pour céder à leurs suggestions afin de les pousser à leur perte. Donc ça, c'est vraiment les esprits qui ont le désir du mal, quoi, qui cherchent à répandre le mal partout où ils sont. Est-ce qu'il y en a des comme ça sur la Terre? Vincent, il dit que non. Mais les gens ne sont pas mauvais par essence. Moi, je pars toujours de ce Ils ne principe. sont pas mauvais par Ils sont essence, dans mais ils la sont encore... souffrance, ok, mais ils ne sont pas mauvais par essence. On est tous nés égaux en droit et en forme. On est allé vers la souffrance ou pas. Et on Ouais. n'est pas obligé de la tartiner à tout le monde. Par contre, bon, quand tu es dans une réunion médiumnique, qu'il y a un esprit comme ça qui vient, voilà, faut pas le prendre pour un enfant de cœur, quoi. Hein, faut savoir y faire face, hein, parce que il va tromper, il va chercher à diviser, il va chercher à faire monter en épingle les malentendus, il va mettre le bazar, hein. Il va casser tout ce qu'il peut casser, hein. Donc il faut être sur ses gardes, il faut le savoir, quoi. Des gens comme ça qui sont malveillants, il y en a, hein, et même incarnés sur la terre, hein. Ils auront prise sur nous si on est sur la même fréquence. Si on n'est pas sur la même fréquence, ils n'auront pas prise sur nous. Ils n'auront pas prise sur nous, mais ils auront prise sur beaucoup de gens. Et on revient à la question de Saint-Louis tout à l'heure, quoi. Pose-toi bien la question, Charles. S'ils ont prise sur nous, c'est qu'on a quelque chose de défaut qu'ils ont. Hein. C'est On ça, il y dit a une jamais porte ça. qui... Et ils sont malins parce que hein, des fois, on a encore un tout petit peu d'orgueil et ils vont aller le chercher. Hein, ils vont venir nous titiller là où ça fait mal. Et comme personne n'est parfait ici sur la Terre, ils arrivent à causer pas mal de tort. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'ils existent. Hein, ça nous stimule aussi, nous, effectivement, se défaire de ces défauts qu'on a encore hein, pour pouvoir y résister. D'accord ? Après, 9e classe, esprit léger. Donc, c'est l'étape d'après quand même. Ignorant, malin, inconséquent, moqueur. Ils font un croche-patte pour rigoler. Mais bon, voilà. Ils sont plutôt, voilà, mystification, espièglerie, etc., quoi. Hein, donc, ce sont pareil des esprits desquels il n'y a pas grand-chose à attendre, mais ils ne sont pas forcément aussi mauvais, aussi mal intentionnés que les autres. Après, il y a les faux savants, hein, 8e classe. Alors ça, moi je caricature en disant c'est des gens qui disent les lois de la nature sont comme moi je pense qu'elles sont. Elles ne sont pas comme elles sont.
Moi, je pense que c'est comme ça, point. Hein, les faux savants, c'est ça, hein, qui croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité, quoi. Donc, ils ont Pourquoi la quelques Terre n'est pas progrès, plate, leur Charles? intelligence a avancé, mais après, ils pensent, voilà, il n'y a plus rien à découvrir, la science est finie, c'est le scientisme, hein, les Laplace qui sont passés par là, quoi. Hein. La Terre est plate, hein, Charles, tu me rassures? Oui, oui, c'est bien ça. Et quand tu vas aux États-Unis, tu verras, il y a tout un groupe immense avec des millions de personnes qui le suivent, avec toutes les théories. La Terre ressemble à un frisbee. C'est comme un frisbee qui vole dans le. Enfin bon, bref. Et c'est vrai, hein, ce que je te dis. C'est vrai. Après, il y a les esprits neutres qui sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal, qui penchent vers l'un et l'autre. Voilà, ils tiennent aux choses de ce monde, ils regrettent parfois des joies grossières, donc voilà, ils sont ni bons ni mauvais, mais bon, ce sont pas des foudres de guerre, quoi, il n'y a pas grand-chose à en attendre. 6e classe, ben, il y a des esprits frappeurs et perturbateurs. Donc, voilà, donc c'est pas une classe distincte, comme il dit, mais c'est des esprits les poltergeists et tout ça, qui réalisent ce genre de choses. Voilà. Après, on passe au 2e ordre, ben, c'est les bons esprits. D'accord? Donc, esprits bienveillants, donc c'est des esprits qui sont bons, hein, qui aiment bien rendre service, qui les protéger, mais leur savoir est encore borné, il leur manque encore l'intelligence. Donc, ce sont des excellents collaborateurs, mais encore une fois, ce ne sont pas des foudres de guerre. Ils seront limités par leur manque de savoir. Voilà. Mais on sait que c'est les chevaux de trait, quoi. Hein, je ne sais pas comment on peut le dire, voilà, qui seront fidèles. Après, il y a les esprits savants. Donc là, c'est ceux qui ont beaucoup de connaissances, hein, mais qui sont plus dans l'évolution intellectuelle que dans l'évolution morale. Hein. Voilà. Il y a les esprits sages. Donc là, ben, c'est ceux qui sont plutôt évolués moralement hein. Donc voilà, ils n'ont pas les connaissances illimitées, mais ils ont quand même un jugement. Alors on dit jugement, c'est là où il faudrait peut-être mettre discernement, hein, sain sur les hommes et sur les choses. La 2e classe, ben, c'est les esprits supérieurs. Alors eux, ils réunissent les trois. Hein. Moi, je dis souvent, si on fait un 4 cadran, comme on dit, hein, vous avez un axe X, Y, dans un sens, vous mettez l'évolution morale, dans l'autre sens, vous mettez l'évolution intellectuelle. Donc, si vous prenez une logique binaire en disant, ben, élevé, pas élevé, bon et pas bon, ça vous fait 4 catégories, 4 cadrans, quoi. Donc, vous avez ceux qui sont ni intelligents ni bons. Bon, ben, c'est ce qu'on a vu, c'est les cas sociaux qu'il faut aider. Après, vous avez ceux qui sont bons, mais qui ne sont pas intelligents. Donc ça, c'est les chevaux de trait, comme on a dit. Vous avez ceux qui sont intelligents, mais qui ne sont pas bons. Ça, c'est les pires. Ceux-là, ils utilisent leur intelligence pour faire du mal, quoi, pour tout casser. C'est les corrompus, c'est les manipulateurs, c'est tous ces gens-là. Et le 4e cadran, c'est ceux qui sont à la fois intelligents et bons. Ben voilà, ça c'est ceux qui devraient nous diriger, quoi, qui devraient diriger les entreprises, les pays, etc. Parce ils utilisent l'intelligence pour le bien. Ce sont ceux-là qui vont dans le sens de ces esprits supérieurs qu'on voit là. Voilà. Et donc les esprits supérieurs, ils s'éloignent de ceux qui sont curieux, de ceux qui ne sont pas sérieux, etc. C'est des esprits sérieux qui ne viennent que si on a des intentions sérieuses. Et après, le premier ordre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les purs esprits. Bon, ben voilà, il n'y a plus d'impureté, la somme de perfection dont on est susceptible. Hein. Donc, ce n'est pas la perfection absolue, c'est une perfection relative. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnellement que ces esprits-là se réincarnent sur la Terre ou viennent se communiquer. D'accord ? Donc, vous voyez, il a fait 3 grandes classes et il a fait 10 en prenant les sous-classes, il y en a 10 en tout. D'accord? Et c'est quand même important de voir ces critères parce que, là encore, quand il y a un esprit qui se communique, ben, il faut qu'on essaie de déterminer à qui on a affaire, quoi. Est-ce que c'est un faux savant ou est-ce que c'est un esprit qui a le savoir, hein? Donc, il faut qu'on fasse la différence parce que ces esprits qui sont justement intelligents mais mauvais,
ben, les esprits obsesseurs en font partie, quoi. Donc, il faut qu'on essaye de les détecter le plus tôt possible avant qu'ils commencent à nous mettre le grappin dessus ou qu'ils commencent à mettre le grappin dessus sur d'autres personnes. Hein. Donc, cette classe, ces différentes classes d'esprit, ça fait partie justement de ces repères qu'on peut avoir, pas pour juger, mais pour discerner, d'accord? Pour savoir à qui on a affaire. Et c'est marrant parce que ça, c'est valable. Kardec le disait, c'est comme ça qu'il faut évaluer les esprits qui viennent se communiquer. Mais quand on regarde, c'est tout à fait valable aussi ici sur la Terre. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il faut appliquer aussi ces critères-là. Hein. Telle information, tiens, pourquoi est-ce que ça... Je ne sais pas si vous voyez maintenant avec les Microsoft ou les autres, ils vous mettent des boutons de partout avec des choses qui apparaissent et vous avez plein de gros titres comme ça. Et quand on regarde les gros titres, ben on voit tout de suite qu'il y a des choses qui ne vont pas derrière. Hein. Il y en a certains où il ne faut surtout pas cliquer, quoi. Des choses qui sont aguichantes, qui attirent, et même de temps en temps, quand on va voir, on voit que l'information derrière, elle est complètement creuse, que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour journalistique, dans le sens négatif du terme, pour nous tromper, pour nous faire tomber dans l'illusion, quoi. Hein. Pour nous manipuler. Voilà ce que... Et donc aujourd'hui, il faut qu'on soit constamment sur nos gardes, qu'on applique constamment ce discernement, parce que sinon, avec toutes ces informations dont on est bombardé à longueur de journée, si on n'arrive pas à faire le tri là-dedans, on est mal. Voilà. Et notre Terre, il faut qu'elle avance. Hein. Donc, il faudrait qu'on ait un petit peu moins de mal et puis un petit peu plus de bien, quoi, hein, pour que globalement notre humanité avance, qu'on arrive à résoudre, à stopper les conflits, les guerres autant que faire se peut, qu'on arrive aussi à stopper toutes les famines dans le monde, toutes ces choses abominables qu'on voit encore à longueur de journée, tous ces extrémismes, toutes ces positions violentes, brutales, toutes ces choses qui sont motivées par des intérêts purement financiers, au détriment du bien-être de la population en général. Voilà, il faut que tout doucement, on commence à réagir par rapport à ces choses et qu'on essaye de tirer vers ces qualités pour déjà nous-mêmes, hein, que nous-mêmes, en disant, bon, ben, ça lui passera avant que ça me reprenne. Hein, il faut qu'on fasse l'effort pour corriger déjà les choses en nous et ensuite donner l'exemple autour de nous. Et cet exemple, il faut qu'on le donne. Il faut qu'on rende le bien pour le mal, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrivera à changer le monde. Est-ce que vous avez encore des questions? Ou est-ce que c'est clair? Alors oui, juste une, Charles, dans les purs esprits, il est écrit que n'étant plus sujet à la réincarnation dans des corps périssables, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu. Bon, éternel, c'est un peu exagéré, parce que c'est la vie immortelle, puisqu'ils ont été créés comme nous aussi. Alors le mot éternel, en fait, il est ambigu, hein, il a deux sens. Ben, oui. Le vrai sens, c'est éternel, c'est qui n'a ni début ni fin. Et le deuxième sens, c'est quelque chose qui dure très longtemps, tu vois, mais qui a peut-être eu un début. C'est là où c'est ambigu. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le mot immortel, hein, ou sans fin que éternel quand on utilise dans ce deuxième sens. Et puis pareil, et là il dit aussi, hein, c'est voilà, tout ce qu'ils peuvent, dans les limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître. Hein, donc, Oui. vous voyez, c'est pas la perfection absolue. La perfection absolue, il n'y a que Dieu. Donc, c'est une perfection relative. D'accord? Oui. C'est beau. Hein. Ouais, bah, faut essayer de... Ce qui est bien, c'est parce que le fait de l'évolution des esprits, de voir d'où on est parti, où on est et vers où on va, quand on a une vision, hein, quand on sait où on veut aller,
c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Je crois que c'est Sénèque qui disait « Il n'y a jamais de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Hein. » Et nous, en fait, quand on voit ces différentes classes d'esprit, c'est clair qu'on aimerait bien déjà rentrer dans le deuxième ordre là, hein, des bons esprits. Donc, on voit même les étapes. Hein, on dit, ouais, bon, l'autre, là, les purs, ok. Bon, alors, on sait qu'on voit bien la direction, mais on voit déjà à peu près où on est, on voit déjà à peu près l'étape d'après, quoi. Hein. Donc, on a vraiment là, comment dire, un guide, quelque chose qui voilà, montre les puissances de notre âme, hein, jusqu'où elle pourra aller et comment, par où elle peut y aller. Voilà. Rien que le fait d'être bienveillant, bah, c'est déjà bien, quoi. Mais même si on a un savoir encore borné, le fait de vouloir le bien, c'est déjà bien. Hein. Voilà. Stéphane? Oui, en fait, c'est vrai que cette catégorisation, elle essentialise un petit peu, nécessairement. Hein. Mais c'est vrai que des fois, comme tu viens de le dire, on peut ressentir quand on fait quelque chose de bienveillant ou quelque chose qui est d'un acte ou de pensée ou d'acte plus élevé que ce qu'on a peut-être l'habitude de développer, on le ressent déjà. Donc, sans être dans un classement, je veux dire, on sait déjà vers quoi on peut tendre et on le ressent en soi. Donc, c'est important quand même. Je sais pas ce que c'est, moi. Ben, on avance, on avance. C'est comment dire, ça, plus la réincarnation, c'est quand même des clés qui nous manquaient beaucoup hein, dans notre culture judéo-chrétienne, hein, pour avoir cette vision, en disant, bon, ben, après, voilà, l'enfer, le purgatoire, l'attente, le jugement dernier, le machin, le truc. Bon, là, on a quand même une vision un peu plus claire, quoi. Hein, on se réincarne, voilà, on est quelque part sur cette échelle. L'échelle de Jacob, hein, chaque fois, ben, on essaie de monter d'un degré, on essaie de monter d'une marche. Hein, ça nous donne une vision meilleure et c'est quelque part quelque chose qui nous stimule, qui nous pousse hein, vers l'avant, quoi. Léon Denis, il aimait bien ces sujets-là aussi. Hein. Il a beaucoup traité, notamment dans le problème de l'être et de la destinée, hein, la partie destinée. Il a énormément développé ces sujets-là. Voilà. Ben, écoutez, sinon, ben, on va s'arrêter là. Je vous rappelle donc que la semaine prochaine, c'est Pâques, il n'y aura pas cours. Hein. Je vais remettre le programme, il doit encore être par là. Oups, non. Tac, le voilà. Et donc, on se revoit le 7 avril hein, et on verra donc le module 4, communicabilité des esprits, donc c'est la médiumnité. Et le module 5, donc, c'est la réincarnation. Donc, la réincarnation qui est justement étroitement liée au sujet d'aujourd'hui pour la progression des esprits. Hein. Voilà. Eh ben, je vous remercie encore une fois infiniment pour votre présence. Hein. Je vous souhaite... je remercie aussi les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous aider, pour essayer de nous pousser à ces réflexions, notre guide spirituel qui essaye de faire vibrer les fibres de notre esprit pour justement, dans le but essentiel de notre vie ici sur la Terre, qui est justement l'évolution, hein, que nous puissions prendre conscience de cela et puis avancer autant que faire se peut, même si c'est très peu, le fait d'avancer un petit peu, ben, c'est toujours ça. Voilà, et que cela puisse servir aussi à l'exemple qu'on peut donner autour de nous à tous nos proches. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous, excellent dimanche, et puis excellente Pâques, et puis donc on se verra dans 15 jours. Merci Charles. Merci beaucoup. Merci Charles. Merci Charles. Merci Charles. Bon dimanche à tous. Bonne fête de Pâques à tous. Merci. Et bonne Pâques.